Quand un artiste vient dans un pays éloigné, il se retrouve dans les traces de ceux que l'on appelait ethnologues. Qu'il le veuille ou non, confronté à des phénomènes esthétiques issus d'un endroit fort étranger, l'expérience sensible est grandement filtrée par des postulats et des méthodes qui nous proviennent de sciences plus ou moins dépassées, trouvant leurs origines dans l'histoire épistémologique d'une Europe alors colonisatrice. Ces textes produisent encore des pseudo-évidences, des stéréotypes délicats à dépasser. Mais ces filtres peuvent aussi proposer des recommandations, des réflexions, des méthodes qui prônent la retenue et la distanciation. Dans le cas d'artistes internationaux venant aux résidences au Japon, un grand nombre estime qu'il suffirait de venir sentir les spécificités de la spatialité japonaise pour saisir la signification d'un être au monde proprement japonais. Ces artistes recourent à leur grande sensibilité et à leur capacité à saisir le réel dans une synthèse intuitive. D'après eux, leur jugement esthétique permettrait d'atteindre une logique autre que celle qui a été développée par la modernité occidentale. En un mot, l'intuition prélogique d'un artiste serait le sésame permettant de qualifier ce qui est autre en tant qu'autre, et non ce qui est autre au moyen d'une classification arbitraire posée depuis l'extérieur. Néanmoins, un artiste affirmant cette position est-il en réelle rupture avec les discours ethnologiques, ou vient-il un peu naïvement rejouer un moment de l'histoire de cette discipline ? De toute vraisemblance, en tentant de saisir la spatialité japonaise avant toute conceptualisation, l'artiste réitère les logiques d'un Lucien Lévy-Bruhl. Par exemple, je cite un texte de 1910, « Les représentations collectives des primitifs ne sont pas, comme nos concepts, le produit d'un travail intellectuel proprement dit. Elles contiennent à titre de partie intégrante des éléments émotionnels et moteurs, des participations plus ou moins nettement définies, mais en général vivement senties. » Le recours à l'intuition et à l'émotion aurait alors pour effet de faire surgir aux yeux de l'artiste étranger une primitivité japonaise qui relèverait des fonctions mentales dans les sociétés inférieures. Cela en suivant la lettre le titre du texte de Lévy-Bruhl que je viens de citer. Il advient alors un grand paradoxe, pourtant inlassablement répété. L'artiste le plus contemporain venant au Japon n'aurait face à lui non des alter ego partageant la même modernité, mais des êtres anhistoriques dont la philosophie rationnelle se manifesterait dans les représentations qu'il croise ici et là, et dont il ramène des clichés, pour les partager à son retour dans le monde de l'art où il réside. La résidence du duo d'artistes Pauline Martinet et Zoé Texereau, qui a eu lieu en début 2024 au Palais des Paris à Takasaki, prend pour point de départ la position totalement opposée à celle des artistes imaginaires que je viens de décrire. Pour ces deux artistes qui produisent des dessins d'habitation, il ne s'agira absolument pas de venir sentir la spécificité des maisons japonaises. Au contraire, elles viennent pour constituer une documentation, une enquête d'artistes dont la visée première est de noter les répétitions et les récurrences qu'elles perçoivent dans la banalité de l'habitation japonaise d'aujourd'hui, telle qu'elle se présente à leurs yeux. Je laisse place aux artistes pour qu'elles puissent se présenter, parler de leurs pratiques et de leurs intérêts. Donc nous sommes, moi Pauline Martinet et Zoé Texereau. Nous sommes artistes, nous travaillons en duo depuis plus de 15 ans maintenant. On s'est rencontrés à l'École des Arts Décoratifs de Paris et on a commencé à travailler ensemble assez rapidement. On avait 21 ans je crois, quelque chose comme 20 et 21 ans. À travailler ensemble le dessin avec l'idée de dessiner à deux, dessiner à quatre mains sur un même format de papier. Et trouver une manière qui rende possible cet exercice en abandonnant, ou plutôt en forçant un peu une écriture, en créant une troisième écriture et en abandonnant celle qu'on pouvait avoir un peu plus naturellement. Pour parler un peu du processus, de la manière dont on travaille à deux, on prend systématiquement des photos, ça représente quand même une grosse part de notre travail, même si elle n'est pas visible et si c'est pas ce qu'on montre. Donc on part, on est en général ensemble dans ces moments de prise de vue. Ça peut arriver qu'on en prenne des fois de façon isolée, mais la plupart du temps, c'est important pour nous d'être confrontés au même sujet et d'expérimenter les mêmes choses. Comme ces photos n'ont pas une vocation d'être montrées ou d'être
utilisée comme telle, en fait, on profite d'avoir la spontanéité, d'avoir en permanence un téléphone dans notre poche pour ne pas alourdir en fait ce processus-là de la prise de vue et d'être assez dans l'intuition et l'immédiateté sur le sujet qui a besoin d'être pris en photo. La quotidienneté, le rapport à l'ordinaire, le rapport à observer ce qu'on prend peu le temps d'observer dans notre quotidien parce que justement ça l'est trop, c'est trop quotidien pour être observable ou on est tellement loin de l'extraordinaire que notre œil n'a pas forcément l'habitude ou n'est pas habitué à considérer ce qui nous entoure et ce qu'on force nous dans notre déambulation, c'est ce regard sur les choses, à observer ce qui nous entoure d'une manière plus précise. On aime observer un peu l'insignifiant et souvent c'est la lumière en fait qui va venir aussi révéler des choses. Là, quand je parle de lumière, je parle de la lumière naturelle du soleil ou de l'éclairage artificiel qui va être souvent déclencheur de prise de vue, en fait, d'images qui vont nous apparaître comme intéressantes dans leur composition, dans leur sujet. Pour un regard extérieur, la banalité au sein d'une ville japonaise est un élément délicat à percevoir. En effet, venant de l'autre côté du globe, tout apparaît différent et extraordinaire. Le moindre élément de design urbain, par exemple la forme d'un lampadaire ou le nœud des câbles électriques traversant les airs, s'incarne d'une puissance poétique aux yeux du touriste attentif. Et pourtant, l'habitant local ignore généralement ces éléments, tant il y est habitué. Pour traquer le banal, il faut très paradoxalement établir des stratégies d'organisation spatiale et temporelle. Donc de manière récurrente dans notre travail, il y a 3 étapes, celle de la prise de vue photo, ensuite la collecte avec la mise en commun de ces photos et l'analyse un petit peu des sujets qu'on a pris. Et la 3e étape, c'est la phase d'exploitation de ces images pour que ça devienne un dessin ou autre chose, une installation, une œuvre textile. Une œuvre textile, c'est la 3e qui devient la finalité. Là, aujourd'hui, en résidence, on sait qu'on est là pour 5 semaines à Takasaki. Donc, va y avoir une phase d'observation, de déambulation dans l'espace public. Et de prise de vue. Et de prise de vue. Donc ça, généralement, ça se construit un peu de la même manière. On se lève et puis on se prépare et on profite de la lumière du jour qui est entre 9h suite au réveil et 16h30 avant la tombée de la nuit pour aller chercher un peu des images et commencer notre première collecte. La collecte consiste à prélever certains éléments d'un contexte afin de les rendre représentatifs du monde local. Bien évidemment, l'image du territoire qui est issue de ce mécanisme est fortement déterminée par les protocoles mis en place avant la collecte. Cette opération relève, consciemment ou inconsciemment, d'une entreprise de taxinomie du réel. En effet, certains éléments rentrent dans des cases, d'autres sont rejetés. Avec un appareil photo, l'opération nécessaire d'un cadrage et d'une sélection amène inévitablement une fragmentation de ce qui est pourtant contenu dans l'expérience vécue réelle. Que viennent alors relever Pauline et Zoé en s'intéressant aux habitations d'une ville comme Takasaki ? À mon sens, elles viennent rechercher des éléments s'apparentant à ce que les sciences humaines nomment des faits sociaux. La forme des habitations, je reprends les formules de Durkheim, ne paraissent pas, à un premier examen, pouvoir se ramener à des façons d'agir ou de sentir ou de penser. Pourtant, les configurations de l'architecture s'imposent à nous tous, à la fois aux badauds dans la rue et à la fois aux habitants. Elles produisent des contraintes qui déterminent la manière de vivre au quotidien. Ainsi, d'après Durkheim que je cite, le type d'habitation qui s'impose à nous n'est que la manière dont tout le monde autour de nous et, en partie, les générations antérieures se sont accoutumées à construire les maisons.
Pauline et Zoé ne pratiquent naturellement pas une science sociologique stricte en recourant à la statistique qui permet d'objectiver un fait social par le nombre d'occurrences constatées. Néanmoins, dans leur manière d'arpenter la ville, les deux artistes tentent de repérer des récurrences et des répétitions de formes. D'une certaine manière, elles cherchent à capturer une des multiples formes que prend le fait social d'habiter. On part tous les matins un peu au hasard. On n'a pas un itinéraire très précis. L'idée, c'est d'aller se perdre un peu dans une direction différente chaque matin et de ne pas retomber dans les mêmes rues tous les jours. Donc il y a cette idée comme ça de quadriller la ville, soit par quartier, soit par grande direction. Et de se laisser un peu surprendre par ce qu'on pourrait trouver. Donc vraiment, ça se joue, il y a une part de hasard assez grande. Souvent, on essaie quand même d'aller vers les quartiers résidentiels, d'avoir identifié quand même sur la carte des zones où on sait que le sujet va être plus facilement atteignable. On évite quand même tout ce qui va être trop autoroute. On va quand même dans des directions présélectionnées. On balise un peu quand même les choses, mais c'est assez hasardeux, c'est ce qu'on recherche. Et au fur et à mesure de ces balades, on note des récurrences d'éléments. Alors forcément, comme on est dans des quartiers résidentiels, il va y avoir on est confronté aux façades et aux clôtures et aux portails. Donc c'est une récurrence... pas forcément formelle, mais on retrouve forcément ces éléments, donc ils sont forcément très pris en photo, puisqu'il y a aussi une distance imposée, on est dans la rue. Les premières choses comme ça qu'on note et qu'on prend en photo, à Takasaki, il y a beaucoup de rideaux, on s'est beaucoup intéressé aussi aux trames qui sont omniprésentes. Je ne sais pas si c'est quelque chose de notable, mais pour nous, ça nous saute assez aux yeux que tout est quadrillé, ligné. Y a pas les façades sont carrelées, à chaque fois les stores, c'est des grandes lignes. Les barrières, les portails, qu'on pourrait appeler portails, sont en fait aussi une trame accordéon, losange. Il y a une géométrie qui est très présente dans la ville, qui nous paraît très présente. Et intuitivement, dans les premières images qu'on fait, cette géométrie apparaît. Et le motif du rideau et de la fenêtre est aussi important parce que la fenêtre, c'est l'espace un petit peu de transition vers l'intime, où on se rapproche peut-être encore un petit peu plus d'une intimité sans y être toujours, parce que derrière ces fenêtres, souvent il y a du rideau. Et le rideau, comme un élément fluide et assez organique, contraste aussi beaucoup avec la rigidité de la façade. Donc il y a une dualité qui nous plaît. Ouais. Dans la discussion qui se tisse entre Pauline et Zoé, une tension entre deux opposés est mise en exergue, avec un seuil permettant un franchissement. Entre l'intimité de la maison et le commun de la rue se trouve la promesse d'un possible passage sous la forme d'un objet, le rideau. Ce rideau filtre la lumière extérieure. Il est aussi une expression de ce que les habitants laissent voir de son intérieur. Il devient ainsi un filtre volontaire de son intimité. À cette notion de frontière entre public et privé apparaît en surimpression un second filtre d'un autre niveau, celui d'ordre culturel. En effet, nos artistes étant étrangers, en plus de percevoir la manière dont un habitant met en scène son dévoilement, elles appréhendent par différenciation avec leurs connaissances antérieures la manière dont on se dévoile dans cette culture éloignée. Dans cette résidence, la figure du rideau apparaît petit à petit comme un métafiltre. Il est la formalisation d'un fait social à la manière d'Émile Durkheim, mais aussi d'un fait social qualifiable d'ethnologique à la manière de Marcel Mauss. Néanmoins, gardons les pieds sur terre. Tout le paradoxe de ces petites interfaces que sont les rideaux et autres stores, c'est qu'elles sont extrêmement communes et standardisées au niveau mondial. Le rideau d'une habitation japonaise est en grande partie similaire à n'importe quel rideau européen. Si je me mets dans le contexte d'une résidence où on est à l'extérieur des choses, on est en permanence, c'est assez rare qu'on soit invité à rentrer dans les maisons, et en tout cas si on le fait c'est une ou deux, mais on a une expérience assez réduite de la sphère privée des espaces. Et donc je pense que c'est c'est comme un écran, c'est le point de passage entre l'intérieur et l'extérieur. Souvent c'est même assez... c'est un point de passage très faible puisqu'il y a souvent des rideaux, des stores, donc en fait on est... en général, il n'y a aucune possibilité de voir l'intérieur.
Il y a des rideaux, il y a des stores, mais justement ces rideaux, c'est aussi un point d'entrée sur l'intimité, parce qu'ils sont tous différents. Là où la façade de la maison va être dans un matériel similaire, soit à celui du voisin, soit à d'autres dans la ville, le rideau, en fait, devient, je pense, un élément intime et représente aussi, je pense, pour nous, non, il y a un côté organique, il y a un côté fluide, qui vient s'opposer en contradiction avec généralement la géométrie et la rigueur de la façade. Donc ça va être un point d'accroche en fait souvent dans notre regard sur les choses. C'est peut-être cette dualité qu'on observe à ce moment-là, ou cette opposition. Il y a l'habitat qui est très standardisé et par essence très géométrique, très orthogonal, et la fenêtre avec les rideaux, le textile, il y a cette entrée dans l'intimité des gens, il y a cet objet fluide et mouvant, et je pense qu'il y a du coup cette individualité qui vient se confronter à la standardisation des espaces, si on étire un peu les choses. Et du motif qui devient cette fois très décoratif aussi dans le textile, et qui raconte aussi forcément des choses ou nous permet de fantasmer quelque chose. Et ça, je pense que ça a une attraction assez importante dans le choix des images. Dans la prise de vue, on est assez proche des choses, mais on essaye aussi de s'en éloigner lorsqu'on peut. Pour la façade, à la fois, on peut avoir des détails très zoomés sur des matériaux, et en même temps, si on a la possibilité d'avoir un peu de recul et d'avoir son ensemble, c'est à chaque fois une photo moi que j'essaie d'avoir, quitte à rezoomer ensuite dans les images. Le côté frontal, un petit peu répétitif de la prise de vue d'une maison, c'est quelque chose qu'on répète quand même souvent dans le processus. On a un peu la sensation ou l'idée de faire un catalogue sans être... Et c'est la première, en fait, quand tu parles de la vue d'ensemble, c'est parce que aussi ces photos, elles sont quand même pour but d'être... c'est vraiment une matière première, on les utilise jamais en tant que telles. Nos photos, elles nous servent à nous, on les montre pas. Enfin, je veux dire, c'est pas qu'on les cache, c'est juste que pour nous, elles sont que comme une étape préparatoire. Et donc, en fait, l'idée de pouvoir à un moment saisir les choses frontalement, de façon la plus droite possible, il y a cette idée de collection, mais il y a aussi cette idée de pouvoir exploiter au maximum les choses ensuite. Et donc, l'idée aussi à un moment d'avoir, oui, des zooms, mais peut-être on aura aussi besoin de la photo en gros plan. En fait, je pense qu'on prend beaucoup de photos d'un même sujet. Si on parle d'une maison, prenons l'exemple d'une maison, on va essayer de la prendre sous différents angles parce qu'on ne va pas y revenir et on en aura peut-être besoin le jour où on voudra l'utiliser. On sera contente d'avoir 10-15 photos de cet endroit précisément. Donc je pense qu'il y a l'idée d'accumuler les photos et d'avoir le plus de matière possible. Avant de pouvoir faire une œuvre à partir d'un modèle, il faut déjà choisir ce modèle. Cette opération produit nécessairement des effets. Pour représenter l'unité du monde, il a déjà fallu en soustraire des éléments, les classifier et les mettre en tension les uns avec les autres, pour enfin percevoir ce qui est unificateur au sein de cette schématisation fragmentée. C'est au travers d'un mécanisme de distanciation et de taxonomisation qu'apparaît la forme du phénomène tant recherché. Il pourrait y avoir bien sûr un dossier Takasaki, mais c'est possible qu'on ait aussi un dossier rideau, que certaines photos aillent nourrir le dossier rideau, chaise, voiture, je sais plus ce qu'on a, mais on a à peu près buisson. En fait, voilà, tous nos dossiers ont des noms comme ça, et en fait, il y a plein de moments où on a besoin d'aller voir ce qu'on a déjà pris en photo d'un même sujet, et du coup, on se retrouve avec des photos qui ont des fois, 15 ans de différence et qui sont prises quasiment pareil. Et je pense que ça nous aide, même si on en a conscience, ça nous aide à visuellement observer cette question de standardisation, parce que c'est assez je sais pas si c'est vertigineux ou fascinant, mais de voir à quel point le monde se lisse.
On est à quelques jours de l'ouverture de l'Open Studio et du coup de la fin de la résidence. On va, je pense, présenter 3 petits corpus de recherche. Il y a à la fois une sélection des prises de vue qu'on a fait pendant les 5 semaines et qui, en les triant et en les organisant, je pense, rendront un peu compte aussi de nos pérégrinations et en tout cas des choses qu'on a pu prendre en photo. Des choix qu'on a fait aussi de cadrage, d'image et de qu'est-ce qui a attiré aussi notre regard et sur quoi on a eu envie de se concentrer dans nos différentes recherches en fait de photos et de composition. Ensuite, on a, suite à ces photos-là, on a démarré quelques dessins, dont 2 sont terminés. Donc je pense qu'aussi on présentera ces dessins-là, notamment ceux aussi qui ne sont pas terminés, qui je pense illustrent assez bien le processus et le passage de la photo au dessin. Et en parallèle de tout ça, on a mené des recherches beaucoup plus plastiques, qui sont plus des intuitions. De montrer aussi le cadre en fait de travail, c'est quelque chose auquel on a peu accès, de rentrer dans un atelier d'un artiste et de voir peut-être comment s'organisent les choses. Ouais, et d'autant peut-être plus. Et nous, ça a été vraiment ce principe-là, à la fois mener des dessins comme on a toujours fait et comme on sait faire et qu'on maîtrise, se mettre un petit peu plus en danger avec des recherches plastiques et en même temps continuer démarrer une première analyse des images photographiques qu'on a commencé à glaner ici et qui va se poursuivre, c'est sûr et certain, dans les mois qui vont suivre à Paris à notre retour. Ce qu'on présente à l'atelier à la fin de la semaine, ça marque la fin d'une résidence et de la résidence ici, mais ça ouvre aussi le début pour nous de notre travail à Paris, et on a déjà commencé à imaginer des choses qu'on pourra réaliser en rentrant. Et on sait aussi qu'il y a beaucoup de choses dont on n'arrive pas encore à percevoir à percevoir l'intérêt. Enfin, c'est une matière qui est un peu brute et qui a besoin d'être laissé un peu de côté, et c'est assez excitant de se dire que dans quelques mois en fait on va aussi redécouvrir toute cette matière, toutes ces photos, et comme à chaque fois c'est assez en fait, probable que de nouvelles pistes arrivent et qui seront à la fois celles qu'on a imaginées mais beaucoup d'autres. Ouais. Durant le processus de résidence du duo Martinet-Texereau, il y a eu une forte rigueur œuvrant à la fabrication des dessins. À toutes les étapes du processus, il y avait discussion entre les 2 artistes. Discussion sur les itinéraires à emprunter, discussion sur les choix de cadrage et les éléments à effacer des photographies, discussion sur la typologie historique d'architecture à privilégier, discussion sur les modalités du dessin, discussion sur la nuance de gris à adopter, discussion sur les traces de gomme à effectuer, etc., etc., etc. Tout ce qui est généralement intériorisé par un artiste est traduit en langage chez Martinet-Texereau. Tout y est débattu et précisé au maximum. En un mot, le processus d'entente conceptuelle du duo a tendance à objectiver au maximum la représentation qui émerge. Les artistes ont un intérêt marqué pour l'uniformisation, l'homogénéisation, la mondialisation des formes. Et toutes ces notions accompagnent cette extériorisation, cette perte de leur intimité. Néanmoins, cette forte volonté de mécanisation n'apporte pas un appauvrissement des formes du monde. Dans leurs dessins, les textures vibrent, les substances flottent, tous les détails connotent quelque chose des multiples intimités qui vivent par ces lieux. Tout se déroule comme si la mise à distance et la généralisation permettraient de pointer la singularisation, ne serait-ce qu'en tension, ou en réserve d'un coup de gomme.
Martinet et Texereau nous montrent la vibration propre au monde mondialisé dans lequel nous habitons. Si le diable est bien dans les détails, il y a toujours un petit je ne sais quoi qui permet de produire des différenciations et de la pluralité au sein même de l'homogénéité.